Parfait, ouais, c'est en train d'enregistrer. Et- Ok. Ouais, si jamais je m'excuse, je n'étais pas disponible hier pour faire hier. Donc, bon, aujourd'hui, j'espère que ce sera suffisamment intéressant pour ne pas vous endormir après la session de soir. Donc, comme j'ai dit, bienvenue pour cette cinquième session en théorie sur la construction d'un board portant. La présentation, c'est surtout sur la stratégie, mais on va aussi parler un petit peu de tactique. Donc, on va rappeler rapidement, la présentation devra durer 30 minutes environ. On va rappeler les bases de la stratégie au portant. Je pense que la majorité d'entre vous les comprennent et les maîtrisent, mais ça vaut le coup de le rappeler. On va parler de comment préparer un board portant, les priorités en fonction du type de météo qu'on a. Ensuite, on va parler du déroulement du board portant. On va voir qu'on peut le diviser en 3 phases très distinctes. Quelques outils pour vous entraîner, un petit résumé et quelques sources à consulter dans le temps libre. Donc, le board portant est certes moins important que le départ et votre premier board de prêt, mais il offre quand même énormément d'opportunités pour remonter des places et aussi en perdre, ce qu'on veut éviter. Et avec l'apparition en ce moment de plus en plus de bateaux avec des spies asymétriques, des bateaux qui vont de plus en plus vite avec les foilers, qui naviguent avec de plus en plus des plus gros angles, beaucoup plus de vent apparent. Ça fait qu'ils naviguent plus comme un surprise à 180 degrés du vent en plein cul. On va naviguer avec des angles et donc ça ouvre beaucoup plus le jeu et ça rend la stratégie beaucoup plus intéressante. Et ça va continuer. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de quand même de pas négliger cette stratégie au portant. Vous allez aussi voir que la stratégie tactique va aussi beaucoup dépendre de votre classement à la boule au vent. On ne sait pas, vous n'allez pas faire les mêmes choix si vous êtes en tête, au milieu de la flotte ou tout derrière. La semaine dernière, vous avez vu la stratégie au près. Les principes sont quasi similaires. Il y a juste quelques inversions à faire. Il faut un petit peu switcher droite et gauche, gauche et droite. Mais sinon, les principes, c'est les mêmes. Juste pour clarifier une chose avant de commencer, du sujet, quand je vais parler de droite, ce sera la droite du plan d'eau, et de gauche, ce sera la gauche du plan d'eau. Hein, pas, je texte sur l'eau, comme Igor a l'habitude de faire. On parle de droite, de la direction que prend le bateau. Donc en l'occurrence le rectangle vert, et la gauche pour le bateau, relativement au bateau, c'est le rectangle rouge. Mais ça, on va oublier pour cette présentation. C'est pas que c'est faux à faire sur l'eau, c'est juste que c'est plus simple pour la présentation, pour que ça soit clair et pas qu'il y ait de confusion. Voilà, donc on va vraiment prendre cet exemple-là, cette terminologie-là. Donc, on va parler de quelques bases très simples. Un des premiers, le plus simple, mais que des fois on oublie, c'est tout con. Donc, sur le dessin, 2 bateaux portants, des surprises avec un speed symétrique qui vont en plein cul. Le vent, il est pareil sur tout le plan d'eau. Qu'est-ce qui va se passer au cours du temps? Les bateaux, ils vont avancer à la même vitesse, toujours à égalité. Il y a plus de pression d'un côté du parcours, en l'occurrence droite. Donc, pour le bateau jaune, qu'est-ce qui va se passer? Le bateau jaune va avancer plus vite et du coup va être en avance sur le bateau bleu. Inversement, il y a plus de pression à gauche. Le bateau bleu, du coup, qui est à gauche, avancera plus vite et sera en avance sur le bateau jaune. J'espère que j'ai perdu personne, je crois que ça va jusque-là. Un deuxième point stratégique important, c'est les attenantes et les refusantes. Je crois que vous en avez parlé un petit peu la semaine dernière, on va en reparler pour le portant. Donc sur ce dessin, on a 2 bateaux, cette fois-ci avec un SPI asymétrique. Donc on peut dire que c'est des J70 par exemple. J'ai décidé de les faire naviguer à 150 degrés du vent. On va dire que c'est leur angle optimal. Le vent est dans l'axe du parcours, donc il est parfaitement dans l'axe.
Donc, il n'y a aucune différence entre le bateau qui navigue en bâbord et le bateau qui navigue en tribord. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer s'il y a une rotation de vent sur la droite, par exemple? Donc là, j'ai mis 20 degrés de droite. Par rapport à la présentation que vous avez eue la semaine dernière, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous visualisez tous que pour le bateau qui est sur le dessin à droite, le vent, il a refusé? Est-ce que vous êtes tous d'accord? J'imagine que c'est bon. Du coup, le vent a bien refusé et on voit que la route du bateau, il vise plus proche, il vise plus la bouée sous le vent. D'accord, la route, elle s'est rapprochée de la bouée sous le vent. La direction s'est rapprochée de la bouée sous le vent et donc ça veut dire que le bateau à droite du dessin est sur un bord rapprochant à la bouée sous le vent. D'accord. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez vu la semaine dernière au près, quand le vent il la donne, vous êtes sur le bord rapprochant. Et bien là, au portant, c'est l'inverse. Justement, comme j'ai dit dans l'introduction, il y a des choses à switcher. Au portant, quand le vent il refuse, on est sur un bord rapprochant au but. D'accord. Inversement, si le vent il la donne, donc là il a pris de la gauche, on a gardé le bateau toujours en bâbord, le vent il la donne, il est plus sur un bord rapprochant, il s'est éloigné, sa direction s'est éloignée de la direction du but. Et du coup, c'est à nouveau l'inverse. Quand le vent il la donne au portant, on se retrouve à s'éloigner du but. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a à faire pour le bateau qui est sur le dessin à droite? Je vais demander à quelqu'un. Nicolas. Je crois que c'est Nicolas Goumaz. Pourquoi pas empanner, non? Exactement. Donc là, il y a le dessin d'avant à gauche et à droite. Le bateau, il est empanné. Du coup, il se retrouve sur un bord favorable, un bord rapprochant à la bouée sous le vent. D'accord. Donc, c'est le vainqueur, c'est le meilleur bord. Dernier point, ces ados-refus, on a tendance à parler d'ados-refus quand le vent il oscille, il est irrégulier en direction. On parle vraiment d'ados-refus quand il y a plusieurs oscillations durant un bord de portant. À ne pas confondre avec mon troisième point, quand le vent il bascule. Donc, quand le vent il bascule, je parle vraiment de quand le vent il va faire une seule bascule sur tout un bord de portant. Donc, c'est vraiment une seule bascule par bord de portant. Pardon. Je vais utiliser un exemple pour illustrer ce phénomène. Je vais utiliser un exemple très connu qui est l'exemple de l'échelle. Je crois que vous avez vu un peu la semaine dernière. La majorité de gens d'entre vous le connaissent déjà. Donc, pour illustrer, j'ai dessiné une échelle avec des échelons qui vont de 0 à 5. 0, c'est au vent et 5, c'est sous le vent. Une bouée au vent, une bouée sous le vent. Et on a, pour l'instant, sur le dessin, l'axe du parcours parfaitement dans l'axe du vent et les échelons à la perpendiculaire par rapport à la direction du vent. Si le vent il tourne à droite, on a l'échelle qui tourne avec le vent pour que les échelons restent perpendiculaires par rapport à la direction du vent. Inversement, s'il tourne à gauche, c'est pareil, les échelons restent toujours à la perpendiculaire par rapport à la direction du vent. J'utilise des slides différents, mais pour être bien d'accord, les bouées ne bougent pas, hein, elles sont mouillées. On dirait qu'elles bougent, mais elles ne bougent pas. La preuve, si vous regardez la ligne, de bouée est toujours à la verticale par rapport à votre écran. Donc les bouées ne bougent pas. C'est seulement l'échelle et la direction du vent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on y ajoute des bateaux? Donc là, j'ai mis deux bateaux, toujours à 150 degrés. Ils naviguent toujours à 150 degrés du vent. Je les ai mis à égalité au niveau 1, l'échelon numéro 1. Qu'est-ce qui se passe si le vent il prend de la droite? On voit qu'ils ne sont plus à égalité. Le bateau bleu a déjà atteint l'échelon 2, alors que le bateau jaune, qui est à droite du plan d'eau, il a reculé en fait. Alors, les bateaux, ils n'ont pas bougé. Hein. J'ai juste tourné l'échelle. Mais l'échelle, le fait que l'échelle a tourné, elle a fait rétrograder le bateau jaune à l'échelon inférieur, 0,5. Du coup, ce qui fait que le bateau bleu est en avance sur le bateau jaune. Un autre moyen d'illustrer que le bateau bleu est devant, si on calcule les distances à parcourir,
Là, c'était en millimètres, j'avais calculé en millimètres, mais ça peut être des mètres, des milles, on s'en fout. On va dire que c'est des mètres. On voit que le bateau bleu a moins de distance à parcourir que le bateau jaune. D'accord? Et du coup, sur ce bord, le bateau bleu qui est à gauche du plan d'eau, c'est le vainqueur. Pareil, si le vent il tourne à gauche cette fois-ci, ben, c'est l'inverse qui arrive. Le bateau jaune qui est à droite du plan d'eau, qui va être en avance sur le bleu, qui attend déjà l'échelon 2. Et on calcule les distances. On voit que le bateau jaune, il parcourt moins de distance. Il a moins de distance qu'il lui reste à parcourir pour atteindre la bouée sous le vent. Est-ce que jusque-là, ça va? N'hésitez pas si vous avez des remarques ou des questions. N'hésitez pas à m'interrompre. Voilà, donc pour résumer, la première priorité, c'est, dans les bases de la stratégie, j'ai mis plusieurs priorités. La première, c'est toujours la pression. Si vous êtes perdu, vous savez plus ce que vous faites, vous savez plus ce qu'il y a à faire, privilégiez toujours la pression en premier, c'est ce qui vous permet d'aller plus vite. Ensuite, essayez de naviguer sur un bord approchant, c'est-à-dire refusant. Et attention, c'est l'inverse du prêt, du coup. Et en dernier, pour les meilleurs, les experts, si vous arrivez à anticiper une bascule par rapport à la météo, vous voyez un nuage, un système qui va changer, c'est bien. Et essayez de vous placer du bon côté du plan d'eau pour anticiper la bascule, c'est-à-dire à droite quand le vent il tourne à gauche et à gauche quand le vent il tourne à droite. À nouveau, c'est l'inverse du prêt. Quelques priorités en fonction de la météo. Dans le petit temps, on a quand même l'habitude de plutôt privilégier les pressions, les risées. D'accord, essayer d'aller chercher les risées, chercher les bascules de vent, de se positionner bien sur le parcours par rapport aux bascules, si on arrive à les anticiper. Et en dernier, toujours naviguer dans du vent frais, ça se presse tout le temps, mais surtout dans le petit temps, éviter les dévents absolument. Dans les conditions médium, ce qui fait beaucoup la différence, c'est quand même les oscillations, s'il y en a. Et par contre, dans le gros temps, on a tendance à mettre un tout petit peu la stratégie en parenthèse. C'est quand même important, mais c'est sûr que la technique joue un rôle majeur. Par rapport au type de conditions, dans un vent très stable, en intensité en direction, hein, si on navigue en mer, dans un plan d'eau vraiment très stable, la priorité sera surtout de bien se placer par rapport au parcours, s'il n'est pas axé correctement, s'il est un petit peu désaxé. Donc, utiliser l'exemple de l'échelle que j'ai donné tout à l'heure. Et si c'est un vent très irrégulier, très oscillant, comme on a sur les lacs, dans du sud-ouest à Genève, vraiment chercher la pression, c'est la priorité. Et ensuite, essayer de toujours naviguer sur ce bord rapprochant à la bouée sous le vent, donc le bord refusant. J'espère que jusque-là, je ne perds personne. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions. Maintenant, on va parler un petit peu de préparation de bord de portant. Donc, évidemment, on aimerait éviter de se retrouver dans la même situation que l'image ci-dessous, où l'équipage est en train de setter le SPI et les tacticiens n'ont absolument aucune idée de où ils doivent aller. Donc, contrairement à la préparation du départ et du premier bord de prêt, il y a très peu de temps disponible pour préparer le bord de portant. Je sais que Sacha avait dit qu'on pouvait préparer le bord de portant avant la manche. Moi, je suis un petit peu contre parce que vous ne connaissez pas, comme j'ai dit, ça dépend beaucoup de votre classement. Votre stratégie va dépendre beaucoup de votre classement à la bouée au vent. Donc, vous pouvez prendre 10-15 minutes avant la manche pour préparer votre bord de portant en assumant que vous allez être en tête à la bouée au vent. Et ce n'est pas ce qui arrive. Vous êtes dans le paquet, milieu de flotte. Et du coup, vous aurez perdu 10-15 minutes pour rien à votre échauffement, à préparer quelque chose qui était inutile, au lieu de justement vous concentrer sur votre départ, votre premier bord de prêt, parce que ça s'est mal passé si vous êtes au milieu de la flotte, ou si vous n'êtes pas là où vous avez prévu. Donc, en général, on a tendance à quand même préparer ce bord de portant dans les derniers instants du bord de prêt. On approche le bouée au vent. Si vous vous souvenez aussi de la semaine dernière, ou même de la présentation de Guillaume, au vent, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de bateaux. Hein. L'étau se resserre, tous les bateaux se regroupent à la bouée au vent. Et ça fait un peu effet entonnoir. Donc, il y a votre approche à gérer et il y a énormément de trafic à gérer. Votre positionnement de bateau, il faut préparer la manœuvre. Vous avez beaucoup de choses à gérer et en même temps, vous devez quand même préparer votre bord de portant. Ça peut être tentant s'il y a un dogleg de
d'attendre le dogleg pour préparer votre stratégie au portant. Mais moi, je suis contre. Pour moi, c'est beaucoup trop tard. Pour la simple et bonne raison que si, par exemple, vous voulez jiber à la bouée de dogleg, et ben, il faut que votre jibe soit libre. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un bateau sous le vent durant le dogleg. Et du coup, dogleg, il faut déjà savoir où vous voulez aller au portant pour pouvoir vous placer correctement. Donc, pour moi, oubliez de commencer à réfléchir à votre portant dans le dogleg, c'est déjà beaucoup trop tard. Donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'on a très peu de temps, donc il faut être un peu efficace dans les décisions. Donc, un petit outil que je vais vous donner, c'est une petite checklist de questions à se poser dans la tête pour construire votre stratégie. Un exemple, évidemment, il y en a plein d'autres. Une bonne première question à se poser, c'est qu'est-ce qui a payé en tout dernier au prêt? Est-ce que c'était dû à une pression? Est-ce que c'était dû à une oscillation? Donc une ado ou un refus? Est-ce que le parcours est désaxé? Donc on va passer plus de temps sur un bord que l'autre. Je vais vous donner un moyen visiotechnique, un outil visiotechnique juste après pour voir si le parcours est désaxé. Où se trouve-t-on dans la flotte, hein, donc notre classement? Quels sont les risques? Est-ce qu'on est en tête? On veut jouer un mode peut-être un peu conservateur? Est-ce qu'on est tout derrière? On tente le tout pour gagner des places. Et aussi localiser un peu les paquets. Si on est juste derrière un paquet, on va essayer de chercher à le passer justement juste après sortie de bouée de dogleg. C'est une bonne idée en faisant un jibe set par exemple, parce que c'est un paquet très dense. C'est des places qu'on peut attraper très rapidement d'un coup. Si on a un paquet juste derrière, peut-être faire attention. Justement, on verra après pourquoi il faut éviter de faire un jibe set par exemple quand il y a un paquet juste derrière nous. Donc, comme promis, je vous donne un petit moyen visio-technique pour voir si le parcours au portant est désaxé par rapport au vent. Donc, ici, on a un parcours qui est clairement désaxé. Le bord rapprochant, c'est du tribord. Et nous, on met le bateau au près, là, sur sa line. On approche de bouée au vent. Donc, ma technique, c'est de prolonger votre tableau arrière, l'alignement de votre tableau arrière, qui est représenté par cette ligne verte, jusqu'en sous le vent. Et si vous voyez que la bouée est en avant de cette ligne verte, ce prolongement de votre tableau arrière, ça veut dire que le bord approchant au portant, c'est du tribord. Et du coup, votre manœuvre au vent, c'est un set classique. D'accord? Donc, pas de jibe. Inversement, si votre bouée est à l'arrière de votre ligne verte, de votre prolongement de tableau arrière, ça veut dire que le bord approchant, c'est du bâbord. Et du coup, il va falloir faire un set. Ça marche aussi dans l'autre sens. Si on arrive en bâbord sur la bouée au vent, c'est juste inversé. Du coup, si la bouée est en arrière de cette ligne verte, ça veut dire que c'est un set classique. Donc, le bord approchant, c'est du tribord. Set pour être plus précis, vu qu'il y a un virement de bord à faire à la bouée au vent. Et si on voit que la bouée est en avant de cette ligne verte, j'espère que vous la voyez là, ça veut dire qu'il va falloir jiber pour se mettre en bâbord, qui est le bord rapprochant dans cette situation. Donc, faire un jibe set, plus précisément un set, une jibe. Donc, c'est un moyen qui est vraiment utile, surtout quand on est en tête, parce que bon, quand on est au milieu de la flotte, on voit les concurrents devant. Quand on est en tête, on n'a pas de bateau pour vraiment voir si le parcours est désaxé. Et donc, c'est un bon moyen pour éviter de perdre des grosses places, surtout s'il y a un gros paquet derrière nous. Faut jibe setter, on jibe set pas, on fait une classique. Les autres, ils jibe set, ils prennent l'intérieur. On a perdu 40 places d'un coup. C'est le genre de situation qui peut arriver sur des régates à grosse flotte, comme les championnats du monde de J70. Donc, ça vaut le coup de checker. Par contre, ça utilise avec des pincettes quand même, c'est technique. Ça fonctionne uniquement quand il y a vraiment quand le parcours est vraiment très désaxé. Au minimum, c'est à partir de 20-30 degrés, minimum 20-30 degrés. En dessous, on est obligé de se fier à ce qui s'est passé au près. Regardez les autres bateaux s'ils sont devant. Je ne l'ai pas mis là, mais utiliser le compas ou tous les autres outils qu'on a pour essayer d'identifier si le parcours est désaxé. Mathieu, excuse, juste une question. Oui. On est d'accord du coup par rapport à ce que tu viens de dire, si tu reprends juste peut-être la première slide, enfin deux précédentes là, ouais, ou voilà celle-là par exemple, en gros ce que tu viens de dire c'est que typiquement si le parcours, si admettons sur cette planche, le parcours il est parfaitement dans l'axe du vent, en gros
en arrivant sur la line tribord, ta technique va nous dire, en fait, nous dirait de faire un jibe set. Alors que si on arrive en bâbord, slide suivante, et que le parcours est toujours encore la suivante, du coup, encore la suivante. Ouais, si on arrive comme ça et que le parcours est aussi dans l'axe du vent, là, du coup, on fera un set classique en arrivant en bâbord. Donc, en gros, ce que tu dis, c'est quoi? Faut vraiment que ça soit tordu, en gros comme tu l'as fait là, quoi. Oui, il faut vraiment que ça soit très désaxé. Moi, je en gros, l'utilise. Ça marche assez bien en réalité, parce que finalement, surtout en Suisse, parce que finalement, des fois, on a quand même des parcours très désaxés, surtout en Suisse, peut-être pas dans d'autres spots, mais ça vaut la peine de checker. Je dirais que si tu vois que ta bouée est devant cette ligne verte, c'est sûr que c'est un set classique. Là où il faut faire attention, c'est si c'est derrière. Bah justement, se poser la question, parce que là, si je déplace ma bouée légèrement vers la droite, le bord approchant, c'est toujours du tribord, et pourtant, la technique nous dit de jiber. Donc, c'est à utiliser avec des pincettes. C'est plus pour vraiment voir si c'est un set classique ou pas, je dirais. Ouais. Et si on voit que c'est derrière, la bouée est derrière l'alignement du tableau arrière, bah là, il faut essayer d'utiliser peut-être d'autres techniques pour vérifier, pour valider est-ce que c'est vraiment un jibe set ou pas. Mais c'est un bon outil pour juste checker et après peut-être valider en fonction de justement si c'est désaxé. Si c'est un jibe set, peut-être plus ça vaut le coup de contrôler encore une fois en regardant autre chose, en utilisant d'autres outils, le compas ou ce qu'on sait du prêt. Merci. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Romain pour ta question. Donc, on va parler un petit peu du déroulement d'un bord de portant. Il peut se diviser en 3 parties très distinctes. Il y a la première. Donc, je vais décrire chaque partie en détail. Donc, la première partie, c'est la sortie de bouée au vent. Je vais donner un peu les raisons de pourquoi on ferait un set classique. Enfin, quand est-ce qu'il faut faire plutôt un set classique? Si la gauche a payé au prêt dû à la pression, ou parce que le tribord au portant et le bord rapprochant, set classique. Si on attend une rotation, donc je dis bien on attend, elle n'est pas encore arrivée, mais on sait par rapport à ce qu'on a observé dans la météo quand on a préparé notre manche, où on voit un nuage, on sait que ça va changer, il va y avoir une bascule. Si on attend cette bascule qui va tourner vers la droite, on a envie de se placer à gauche du plan d'eau. Si on est en tête, souvent, c'est un set classique, comme dit le dicton, le fameux dicton qui jibe en tête perd la tête. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Souvent, quand on est en tête, il y a souvent très rarement des raisons pour déclencher en premier. Si on a un gros paquet derrière, surtout si on a un dogleg, un gros paquet derrière sur un dogleg, si on jibe set, on va finir dans le devant automatiquement. Donc, c'est mort. Ça ne sert à rien. Et en dernier, si on n'est pas sûr, si on ne sait pas, si on n'a rien préparé, on n'a aucune idée, on est perdu, quand on ne sait pas, il vaut mieux rien faire. Donc, set classique. Pourquoi on ferait plutôt un jibe set? Il y a plus de pression sur la droite du parcours. Si le bord en bas-bord au portant, il est rapprochant, au bouée souvent. Si on attend une bascule prochainement vers la gauche, du vent vers la gauche. Si on est dernier, ou dans les derniers, on veut attaquer, on veut gagner des places, on tente le tout pour le tout, ça passe ou ça casse. Vous n'avez rien à perdre. Un dernier point que vous pouvez faire, surtout en G70, on le fait pas mal, on y pense pas mal, c'est un jibe rapide. Si vous n'êtes pas sûr, mais vous voulez être un peu mieux, c'est bien de se laisser la possibilité de jiber. Comme ça, dès que vous êtes mis au clair sur la stratégie du portant et que vous découvrez qu'il faut jiber, vous pouvez jiber si vous n'êtes pas bloqué. Et si vous voulez aller à droite quand même du plan d'eau, vous voulez faire un jibe, mais vous avez un gros paquet derrière,
à nouveau, ça vaut la peine d'attendre un petit peu, que le paquet il se diffuse un petit peu, que ça s'écarte un peu pour ensuite jiber, pour éviter les dévents, pour éviter trop de dévents dès le début. Donc attendre quelques longueurs avant de jiber. Mais du coup, ça implique de vraiment se laisser la possibilité de jiber, donc pas avoir le jibe bloqué. Ok, on va parler de la deuxième partie, qui est vraiment la partie du milieu, la partie centrale, où là, on va vraiment gérer ce qu'on a parlé dans les bases de la stratégie, donc les pressions, les aides de refus, les bascules, ce qui implique de bien observer autour, bien regarder autour de nous. On peut observer les concurrents partout, surtout derrière nous, pour les pressions. Si on voit qu'il y a un concurrent qui défile plus par rapport à la Terre, évidemment, les pressions, on les voit aussi visuellement à l'œil. Hein, on va où les zones un peu plus foncées, on va essayer d'aller chercher ces zones. Les ados refus, ça, les adversaires, ils sont très utiles. Il y a évidemment compas aussi qu'on peut utiliser. Si on voit d'éventuels croisiéristes auprès, au portant, au vent, plutôt auprès, pour anticiper une éventuelle bascule qui n'était pas annoncée à la météo. Si la météo l'a annoncé, ben, tant mieux, vous le savez. Ou si vous voyez un nuage, et ça veut dire qu'il y aura une bascule devant. Du coup, ça vous permet d'anticiper. Évidemment, cette zone centrale, c'est la plus large. C'est votre plus large terrain de jeu que vous aurez de tout le bord de portant. Donc, il n'y a pas d'excuse. C'est interdit de naviguer dans un dévent. Si vous êtes dans un dévent, c'est juste, vous pouvez rentrer chez vous vraiment. Il n'y a aucune raison d'être dans un dévent. Vous avez toute la place nécessaire. Donc, démerdez-vous pour ne pas être dans un dévent. Mais il n'y a aucune raison d'être dans un dévent vraiment. Il n'y a aucune raison aussi d'avoir le jibe qui est bloqué. Ou l'excuse de l'athlète qui vient au coach et qui dit je ne pouvais pas faire ma tactique parce que je ne pouvais pas jiber. C'est rayé, c'est des conneries. Vous n'avez aucune excuse, vous avez vraiment de la place pour faire votre tactique, faire votre stratégie. On va parler un tout petit point tactique, c'est le seul vraiment que je vais parler ici. Donc là, on a 3 bateaux, les 3 bateaux de tête qui se rapprochent de la leyline gauche, de la gauche du plan d'eau. Donc le jibe s'approche. Le premier bateau, le bleu, il se demande si quand il va jiber, il assume que le bateau jaune va jiber en même temps, logiquement. Du coup, est-ce qu'il sera toujours devant ou pas? Et le bateau jaune derrière, il se dit faut que je fasse un mode bas, absolument que je fasse un mode bas pour me décaler un peu sous le vent, pour pouvoir sortir devant le bleu après le jibe, et aussi ne pas être gêné par le rose, qui va peut-être aussi jiber en même temps. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si les 3 plus ou moins jibe en même temps? Et ben le jaune, il va se retrouver en avant sur le bleu, tout simplement parce qu'il était décalé sous le vent du bleu, du rose. Et du coup, quand ça c'est la photo juste avant le jibe, juste après, le jaune se retrouve en position légèrement devant. Il peut déventer le bleu, il peut couvrir le bleu. Donc, il va très sûrement passer le bleu dans la minute à suivre. Le jaune n'est pas trop gêné par le rose. Et au pire, s'il sent qu'il est un petit peu déventé, le jaune peut toujours le faire un petit peu pour se remplacer devant le rose. Donc voilà, ça c'est en gros la conclusion, c'est vraiment quand vous approchez d'une line et qu'il faut retourner un petit peu, se réaxer vers les bruits sous le vent. Essayez toujours, faut vraiment essayer de travailler en mode bas pour pouvoir se décaler un peu sous le vent du bateau qui est devant nous pour pouvoir le dépasser après le jibe, et sous le vent du bateau qui est derrière nous, pas qu'il nous dépasse après le jibe. Et si tu es le bateau bleu, qu'est-ce que tu fais du coup? Bah, justement, c'est du travail. Là, après, ça implique de la technique. Il a moins bien travaillé que le jaune. Donc déjà, techniquement, il a réussi à moins garder son mode bas rapide sur le jaune. Après, si tu te retrouves dans cette situ, si le jaune, il jibe un peu trop tôt, tant mieux pour toi, tu as le temps de te décaler un petit peu. Tu vas pas jiber juste après en simultané. Hein?
jibe. Fake jibe. Fake jibe, ouais. Fake jibe, exactement. Tu peux essayer de simuler. Rapidement. Tu peux croiser les doigts pour qu'il jibe un peu trop tôt et que tu puisses te décaler un peu sous le vent. Voilà. Mais fake jibe, comme dit Nelson, c'est fake jibe, tu fais semblant, tu te prépares un jibe, tu t'abats. Limite, tu prends ta GV, tu montres que tu vas jiber. Et ensuite, peut-être que le jaune, il va stresser, il va jiber. Et du coup, là, tu vas releffer, te décaler et attendre peut-être un peu plus proche de la line pour jiber. Pour créer un petit peu plus de décalage et pas être dans son devant. Ok. Merci. Voilà, j'espère que c'était assez clair. C'est le seul point, petit point tactique. Finalement, on a la dernière partie qui est l'approche de bouée sous le vent, qui est souvent un petit peu la plus stressante et la plus compliquée. On se casse un peu le cerveau à quelle bouée choisir et tout ça. Donc, justement, quelle bouée on choisit, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut faire au prêt. À nouveau, où est la pression pour le prêt, où sont les ados, les refus pour le prêt. Est-ce qu'on attend une bascule sur le bord de prêt? Est-ce que la porte est déséquilibrée? Alors, je ne l'ai pas dessiné, mais s'il y a une bouée qui est plus proche de nous que l'autre, une qui est plus basse, on va éviter de prendre celle qui est plus basse, on va prendre celle qui est plus proche. Et quelle bouée est la plus facile finalement en fonction de la flotte, du trafic? Si on arrive par exemple depuis la gauche du plan d'eau, la bouée de droite est peut-être meilleure parce que finalement on n'a pas envie de traverser toute la flotte, tous les dévents pour aller chercher l'autre bouée. Donc on va essayer de... Donc la bouée la plus facile, c'est si on arrive depuis la gauche, c'est peut-être la bouée de droite dans la direction. Et aussi la difficulté de la manœuvre, c'est un point à considérer en fonction du niveau d'équipage et des conditions. Il y a des manœuvres qui sont plus faciles à faire que d'autres sous le vent. Donc, évidemment, essayer de prendre ça en considération. Dernier point, sur ces bouées sous le vent, une zone qui est délimitée par les deux ley lines intérieures, qu'on appelle le cône de la mort. C'est un cône, quand on approche les bouées sous le vent, on aimerait vraiment éviter. Pour la simple et bonne raison qu'on ne va jamais obtenir un engagement si on est dans cette zone, parce qu'il y a les bouées de droite, il y a les bateaux qui arrivent de la droite qui vont être engagés sur vous, les bateaux de gauche qui vont être engagés sur vous pour la bouée de droite, par rapport à la direction des bateaux. Donc vous voulez vraiment éviter cette zone et plutôt essayer de viser d'être dans ces couloirs extérieurs entre les deux ley lines, qui sont les deux ley lines parallèles. Et aussi, évidemment, si vous arrivez vers la fin du cône, vous allez dans le plus de dévents maximum, vous êtes dans l'optimum des dévents, donc c'est vraiment mauvais. Vous êtes vraiment dans une zone où vous êtes lent, et donc c'est vraiment la pire zone où il faut être, surtout dans des bateaux qui naviguent avec des angles, donc des bateaux asymétriques. Voilà, j'espère que j'ai perdu personne. Voilà, quelques moyens pour s'entraîner. La stratégie et la tactique, ça demande beaucoup d'expérience, ça demande du temps. Il faut faire beaucoup d'erreurs avant d'être juste. C'est pour ça que une majorité des meilleurs tacticiens du monde sont souvent très vieux, ont déjà des cheveux blancs. Mais évidemment, il ne faut pas s'inquiéter, il y a aussi des jeunes très bons tacticiens. On peut évidemment accélérer ce processus d'entraînement en faisant ces sessions de théorie. Donc c'est bien si vous êtes là. En lisant des livres, il y a plein de documentation, en regardant des vidéos en ligne, de cours aussi en ligne. Prendre des notes, c'est un point très important aussi, c'est d'avoir un petit calepin sur lequel vous pouvez prendre des notes après vos entraînements, après vos régates, pour voir ce que vous avez fait faux, ce que vous avez fait juste. Ensuite, utiliser ces notes pour en débriefer avec un coach. Ça vous vraiment permettre d'apprendre. Et petit rappel aussi, il y a ce document qui est disponible sur le site, des débriefings Général du CERF qui est obligatoire. Après chaque régate, vous êtes censé faire, si vous courez pour le CERF, vous êtes censé écrire un débriefing.
Et ce document est très utile parce que ça vous permet d'expliquer ce qui s'est mal passé et ce qui s'est bien passé. Et la prochaine fois, si vous retournez sur le même plan d'eau, à la même période, vous pouvez relire votre document et voir un petit peu, et déjà avoir une idée de ce qui vous attend sur la régate, sur la prochaine régate. Donc c'est une très bonne technique pour progresser. Évidemment, regardez des régates à la télé. Il y a la Coupe de l'Amérique en ce moment, quasiment tous les week-ends. C'est un très bon outil pour observer comment les meilleurs y font. Essayer de comprendre pourquoi ils ont pris ces décisions et pas celles-là. Regardez vos régates, parce que plus en plus de régates, dans plus en plus de régates, on vous demande de prendre un GPS sur le bateau. On vous donne un GPS. Soit c'est avec TrackTrack, soit au GeoRacing, ou il y en a d'autres. Et ça, c'est un super outil pour analyser vos régates après coup le soir, pour comprendre ce que vous avez fait faux, ce que vous avez fait juste. Évidemment aussi, vous pouvez regarder les régates des autres. Il y a la Swiss Sailing League qui sont sur TrackTrack. Et vous pouvez regarder toutes les manches. Il y a énormément de régates maintenant. Il y a tellement de régates et ça reste à vie. En tout cas, il y a des régates d'il y a longtemps. Vous pouvez regarder énormément de situations grâce à ces TrackTrack. Évidemment, il y a le jeu vidéo déjà mentionné par Sacha la semaine dernière avec Virtua Regatta, qui entraîne très bien la stratégie et la tactique. Pour les règles de course, je n'utiliserai pas trop, c'est pas très juste. Voilà, pour résumer, on a vu les bases de la stratégie. À nouveau, vraiment, cet ordre de priorité est important. Si vous êtes perdu, privilégiez la pression, d'accord, ce qui va permettre d'aller plus vite. Donc, identifiez les zones où il y a plus de vent. Ensuite, regardez les ados-refus et ensuite les bascules. On a vu qu'il y a peu de temps pour préparer ce bord de portant. Donc, c'est l'importance d'avoir une checklist de questions. Je vous en ai donné un exemple. Vous pouvez vous faire une pour vous avec votre entraîneur. Ça va très bien. On a vu les 3 phases du portant. Et on a vu que pour s'entraîner, ça prend du temps. Mais je vous ai donné plein d'outils pour accélérer ce processus. Quelques petites sources rapidement que vous pouvez regarder dans votre temps libre. Les clés de la tactique, c'est un livre de Marc Boët qui est très bien. Ça parle aussi de stratégie. Donc, c'est un super outil, une super lecture. Le document des débriefings, il est disponible sur le site. Vous avez le lien aussi ici. La méthodologie du CERF, je n'étais pas censé la mettre parce que vous êtes tous censés l'avoir déjà lu. Et 2 vidéos disponibles sur YouTube que vous pouvez regarder qui parlent un peu de tous les points qu'on a vus, en fait, qui sont vraiment bien. Voilà, merci pour votre attention. Et je vais laisser maintenant la parole à vous pour poser des questions. J'espère que vous avez quand même des questions. Si c'est trop facile, ce n'est pas le but d'une présentation, le but c'est que vous apprenez. Donc, c'est normal que vous ayez des questions. Et n'hésitez pas si vous avez des remarques. Si personne n'a de questions, je pense que c'était bien. Merci Mathieu. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter? Non, c'était clair, super. Très clair, très bien, avec des petites techniques. Parfait. Bravo. Bravo. Merci Mathieu. Top, top. Et semaine prochaine, je ne sais pas qui c'est. C'est pas Romain? Ça doit être Romain. De Ferrare. Expliquer comment régler. Parfait, ce sera très bien. Voilà, super. Bon, j'espère qu'on se revoit pour naviguer prochainement. Ouais. Et voilà. À lundi prochain. À lundi prochain. Ciao. Merci, c'était très Merci intéressant. Mathieu, à plus. Merci. Merci.